Bonjour, merci de me laisser l'opportunité de présenter ce projet sur l'étude pangénomique des patients porteurs d'un syndrome de Prune-Belly. Et je remercie tout d'abord la, la filière Neurosphinx pour le financement de ce projet via l'appel à projet de l'année dernière. Donc c'est une étude multicentrique et multidisciplinaire avec nos collègues cytogénéticiens et de génétique moléculaire. Pour rappel, le syndrome de Prune-Belly, c'est un syndrome polymalformatif sévère, mais avec des présentations hétérogènes, qui se définit par une triade avec une hypoplasie de la paroi abdominale antérieure, une dilatation des voies urinaires et la présence de testicules intra-abdominaux. C'est une maladie rare qui concerne 4 nouveau-nés garçons sur 100 000 naissances, avec un pronostic à long terme qui est grévé par le pourcentage d'insuffisance rénale chronique. Ce pourcentage d'insuffisance rénale chronique est fonction de la présence ou non d'un diagnostic anténatal, du nombre d'interventions chirurgicales réalisées dans la petite enfance et le nombre d'infections urinaires fébriles qui détruisent des néphrons. Et enfin, des scores de gravité ont été calculés à la naissance et dans la petite enfance, les scores de Woodard et de Rubas, qui sont aussi qui vont donner un score d'insuffisance rénale à l'âge adulte. La physiopathologie de ce syndrome est encore difficilement expliquée. Il y a deux théories. La première concerne l'obstruction précoce et transitoire de l'urètre par l'absence de développement de l'urètre et du mésoderme au niveau du sinus urogénital, qui vont entraîner une dilatation des voies excrétrices qui, alors, vont entraîner l'absence de développement de la paroi abdominale antérieure et l'absence de migration testiculaire. Cette première théorie a été complétée par une théorie plus mésenchymateuse avec une anomalie de migration du mésoblaste latéral, donc au niveau des voies urinaires, entre la 6e et la 7e semaine de développement embryonnaire, si bien que le diagnostic anténatal est possible dès la première échographie avec la présence d'une mégavéssie. Une théorie moderne plus génétique a vu le jour avec le développement des technologies de génétique moléculaire, mais vous allez voir que ces théories sont difficilement expliquées sur l'ensemble d'une cohorte nationale ou internationale. Pourquoi cette origine génétique est difficile? Puisque tout d'abord, dans les quelques cas familiaux qui sont décrits dans la littérature, nous n'avons pas trouvé d'origine génétique uniciste pour ces familles-là. Il y a parfois également une discordance chez les jumeaux monozygotes, et donc on pourrait expliquer ces phénomènes par des mécanismes complexes post-zygotiques qui ont lieu donc après la formation de la morula. Et les quelques études pangénomiques qui ont été publiées récemment parlent surtout de duplication, et la relecture par des équipes de généticiens et pas d'urologues ont montré que la causalité pouvait être mise en cause. Tout ceci pour conclure que l'origine génétique du syndrome de Prune-Belly est encore sous-exploitée et de nombreuses pistes de recherche sont possibles. Les quelques case reports présents dans la littérature parlent de mutations autosomiques dominantes liées à l'X pour 2 patients, d'anomalies chromosomiques à chaque fois décrites pour un seul patient, au niveau du chromosome 18, du chromosome 21, du chromosome 13, du chromosome 1, 6, 9 et 20, et quelques délétions emportant de nombreux gènes qui sont bien sûr retrouvés dans le syndrome de Prune-Belly, mais avec un syndrome polymalformatif plus complexe, avec en particulier des encéphalopathies. Lorsqu'on se concentre non plus sur des anomalies chromosomiques, mais sur des anomalies géniques, là aussi, c'est de l'ordre de case report, avec des mutations qui concernent la néphrogénèse avec HNF1-bêta, des pertes de méthylation, et des gènes plutôt intéressants, mais là aussi qui concernent très peu de patients, qui sont des gènes qui agissent sur l'activité de l'acétylcholine, des récepteurs muscariniques ou du développement des fibres musculaires au niveau des muscles lisses de la vessie, ACTA2 et FLNA. Mais tout ceci concerne seulement des case reports.
Trois cohortes internationales ont été publiées et à chaque fois, vous le voyez, les mutations ou les délétions ou les duplications ne concernent que quelques patients et pas l'ensemble de la cohorte. Une mutation d'HNF1 bêta sur 32 patients américains, puis des duplications sur la cohorte brésilienne et la cohorte nord-américaine, mais la relecture par des généticiens chevronnés montre qu'il n'y a pas de causalité, et c'est pourquoi nous avons décidé de faire ensuite notre étude. L'objectif donc de ce projet financé par la filière est d'étudier les mécanismes génétiques impliqués dans une cohorte bien phénotypée qui ont un syndrome de Prune-Belly en faisant une analyse en double technique. Premièrement, une analyse chromosomique par puce à ADN SNP array. Et ensuite, si cet examen est négatif, proposer une analyse de l'exome si donc l'ACPA était négatif. En cas de découverte de gène d'intérêt, on va proposer une étude fonctionnelle du gène d'intérêt avec des reconstructions 3D et des analyses histologiques. L'objectif secondaire serait alors d'anticiper la surveillance de l'insuffisance rénale suite à l'identification de nouvelles voies biologiques et de nouveaux gènes mutés, et donc alors de préciser le conseil génétique aux familles et aux patients en diagnostic anténatal, mais également en diagnostic postnatal, et envisager de la thérapie ciblée sur les gènes mutés. Cette analyse pangénomique va concerner 62 patients français établis lors de la thèse de médecine de Pauline Lopez en 2020 par l'aide du centre de référence Marvu chez les patients nés entre 1990 et 2020. Ils vont avoir donc une analyse ACPA et en cas de zone d'intérêt retrouvée, on va aller plus loin dans l'analyse génétique pour être sûr que ce ne sont pas des duplications ou des délétions qui ne sont pas causales, avec une étude de la présence de ces anomalies pangénomiques au niveau de leurs parents ou des frères et sœurs non atteints, et en vérification sur la pathogénicité de cette délation, cette duplication. En cas de cas familiaux, on ira étudier les régions d'homozygosie pour rechercher là aussi des zones d'intérêt. Si l'ACPA est normale, on fera alors une étude de l'exome en trio avec les deux parents pour filtrer ensuite les variants d'intérêt en fonction de leur fréquence d'allélique selon l'origine géographique vraie des parents, et en étudiant leur statut d'homo ou d'hétérozygosie, l'étude de la pathogénité de ces variants in silico et la conservation du résidu dans les espèces. Puis, en cas de découverte d'un gène candidat, il y aura un séquençage par Sanger et une étude fonctionnelle avec, dès la construction de plasmides, l'intégration du gène muté dans la nouvelle cellule, la localisation de ce gène muté dans le génome et dans la protéine construite. Le résultat actuellement de notre cohorte montre que l'âge médian de ces patients est de 10,5 ans et qu'ils sont avec une médiane de suivi de 7 ans. 32% ont des malformations associées, en particulier orthopédiques. 80% ont eu un diagnostic anténatal avec un âge médian de 20 semaines d'aménorrhée et 18% de ces 80% ont une thérapie fétale à type de cystoscopie, pose d'un shot vésico-amniotique ou drainage. La naissance médiane de ces patients est de 38 semaines avec un poids naissance de 3,30 kg. Le poids de naissance et le terme est parfois plus bas en cas de diagnostic anténatal et de thérapie fétale. 77% de ces enfants ont eu au moins une chirurgie et en moyenne, lorsqu'ils ont une chirurgie, la médiane de chirurgie est de 4. Plus de la moitié de ces patients ont plus de 5 infections urinaires fébriles pendant leur petite enfance qui vont gréver leur score d'insuffisance rénale et 32% de ces patients ont une insuffisance rénale chronique terminale ou pré-terminale. 11% de la cohorte a été transplantée et 9% de la cohorte est décédée avant l'âge de 20 ans. 43% de ces enfants ont eu une abdominoplastie. Vous voyez une répartition assez homogène des patients sur l'ensemble du territoire français et d'outre-mer. Les résultats attendus, c'est de retrouver, comme souvent dans les études pangénomiques, 15 à 20% de variation du nombre de copies au niveau pangénomique
et de pouvoir analyser 50 patients en whole-exome avec l'apport de leurs deux parents. On pense retrouver un seul gène d'intérêt, ce qui est assez long à étudier au niveau fonctionnel, mais la découverte de ces gènes d'intérêt pourrait nous aider à retrouver de nouvelles voies biologiques dans la physiopathologie de ce syndrome, une meilleure connaissance de la physiopathologie, pouvoir alors corréler un génotype et un phénotype et identifier des facteurs pronostiques et de surveillance pour une prise en charge individuelle plus adaptée. Tout cela a pour but d'améliorer la prise en charge médico-chirurgicale, d'améliorer le dépistage et le conseil prénatal que l'on pourrait donner à ces familles et de permettre une prise en charge postnatale plus adaptée si on retrouve une corrélation entre la présence d'un gène muté et la sévérité de la présentation. Tout ceci dans un but d'améliorer la démarche diagnostique lors de nos consultations anté- et postnatales et vraiment de pouvoir développer, si possible, de la thérapie ciblée sur cette maladie rare. En conclusion, désolé. En conclusion, cette cohorte française est assez inédite de 62 patients porteurs d'un syndrome de Prader-Willi qui ont été donc colligés grâce au centre de référence Marvu. Ce sera c'est la plus grande série française actuellement, la plus grande série internationale publiée sur un seul pays, qui sont en plus bien phénotypés et bien suivis. Mais on peut retrouver dans notre cohorte une cohorte qui est assez hétérogène dans sa présentation et dans son score de phénotypique. Dans tous les cas, l'apport des techniques modernes de génotypage sont de plus en plus performantes et vont pouvoir permettre le développement d'une stratégie diagnostique pyramidale dit à coût modéré, puisque l'ACPA va permettre de nous identifier des zones d'intérêt plus facilement et moins cher que par un développement du whole-exome. Et donc, c'est une étude inédite qui va être continuée sur l'année 2021. Je vous remercie. Okay, merci beaucoup Mathieu. C'est vraiment une étude promoteuse et ambitieuse. Et on voit qu'on démarre déjà de cohorte nationale, ça servit surtout pour bien colléger la cohorte nationale. Et malheureusement, on n'a pas encore la totalité de réponses de centres en France pour avoir une exclusivité de cette cohorte. Mais on n'est pas découragé, on continue encore. Alors, pour continuer, donc, la dernière présentation de Luc Harper, neurologue pédiatre au CHU de Bordeaux. Deux PHR dans les valves